Merci déjà à Thésis, le grade de La Réunion qui nous accueille pour ces 3 jours de Tour de France de la stratégie d'accélération santé numérique. Et on va parler dans ce temps dédié à la formation. Donc il y aura 2 parties. D'abord les sujets formation, notamment des professionnels de santé, mais pas que, tous les emplois du secteur de la santé. Et ensuite, une deuxième partie sur la formation des citoyens, notamment ceux en situation de fracture numérique. On peut passer à la première partie. En préambule, on va avoir une présentation par David Senati de la stratégie d'accélération santé numérique et de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Merci David. Merci Pierre, bonjour à tous. Donc je vous présente rapidement le programme dans lequel s'inscrit l'AMI, l'AMI compétences et métiers d'avenir, donc les sujets formation au sein de sa stratégie. Donc ça, ce sont les différents axes de la stratégie qui s'appelle stratégie d'accélération santé numérique, qui est une des 20 stratégies qui vise à faire de la France un leader dans différentes filières et dont la santé numérique en fait partie. On a 650 millions d'euros alloués à l'innovation en santé numérique. La stratégie est découpée en 5 axes. Le premier axe est l'axe un peu fondamental, c'est le développement de la formation, des compétences, de la confiance sur ce secteur du numérique en santé. On ne peut pas après déployer des sujets autour de la recherche, la maturation de projets, la création d'entreprises innovantes, des expérimentations, l'évaluation et enfin déploiement à grande échelle d'innovation si les utilisateurs, à la fois citoyens mais également professionnels de santé médico-sociaux, n'ont pas confiance dans les outils qu'ils utilisent, qu'ils recommandent, qu'ils prescrivent, qu'ils achètent. Donc c'est très important que la formation puisse se développer et développer les enjeux de confiance. Je crois que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur l'introduction sur les sujets formation. Vous dire que dans le cadre de cette stratégie, on vient à la rencontre des différents territoires. On est aujourd'hui à La Réunion et merci encore à nos partenaires de nous recevoir. Ce Tour de France vise à vous rencontrer, tous les acteurs du territoire, notamment les acteurs académiques que vous êtes, afin de pouvoir échanger sur les actions de la stratégie, notamment les actions formation qui nous sont chères. On est la 7e étape sur 9 et on est ravis de venir vous voir. Ici à La Réunion, c'est la seule étape de ce Tour de France outre-mer. Et on est ravis de venir à votre rencontre. Je vais passer Ah oui, alors du coup, voilà les différentes étapes. Prochaine étape, et vous pourrez suivre à distance, table ronde à Rennes autour des données de santé. Et enfin, nous terminerons à Strasbourg sur des sujets d'innovation transfrontalière. Voilà. On mène ce Tour de France et la stratégie d'un point de vue interministériel. Je ne l'ai pas dit, c'est qu'en fait, je pique la stratégie depuis plusieurs jours non-stop, donc désolé. La stratégie est interministérielle, donc elle est menée à la fois évidemment par le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et aussi le ministère de l'Économie et des Finances. C'est ensemble que nous avons élaboré cette stratégie et c'est ensemble qu'on a souhaité mettre un accent fort sur la formation. Et je donne la parole immédiatement à Julien qui va vous parler de Genius, qui est notre guichet à destination des porteurs de projets. Donc Genius est là pour aider les innovateurs à gagner du temps. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour présenter cet outil. Donc Genius, c'est un site internet qui permet aux innovateurs de gagner du temps et de se repérer dans le monde de la e-santé, parce que parfois c'est complexe. Il y a beaucoup d'acteurs et donc on n'a pas voulu être un acteur de plus au niveau de la masse d'acteurs qu'il y a. Donc on est parti d'une feuille blanche et on a mis tous les partenaires que vous pouvez voir ici autour de la table. Pour la première fois, ils sont tous autour d'un guichet commun, et ainsi que l'aide de différents autres partenaires qui ne sont pas forcément institutionnels, mais ça peut être des clusters, des pôles de compétitivité. Et on est parti d'une feuille blanche, et en fait, on a essayé de déterminer les besoins qu'avait l'écosystème en matière sur un service comme celui-ci. Donc du coup, les services qu'on nous a fait remonter, c'est par exemple la réglementation. Comprendre qu'est-ce que l'UNS, comment le mettre en place, qu'est-ce que le DMP, qu'est-ce que le monde espace santé, qu'est-ce que France Connect, etc., etc. Donc on a des pages qui sont très simples, sans beaucoup de texte pour aller directement droit au but sur le réglementaire. On a aussi les acteurs qui permettent de dire qui sont tous les acteurs, qu'est-ce que fait l'ANS, la NSM, c'est quoi un pôle, c'est quoi une ARS, etc. Qui contacter dans mon projet, est-ce que j'ai un intérêt à contacter tel acteur dans mon projet, à quelle étape de mon projet le contacter. On a aussi des parcours guidés qui permettent de vraiment faire pas à pas toutes les étapes
pour arriver à mettre en place l'INS ou sur le Ségur, ou alors se faire référencer dans mon espace santé. Vous retrouvez aussi sur Genius tous les événements de la e-santé, mais que ce soit en métropole, à Paris, en Bretagne, à l'île de la Réunion, c'est vraiment localisé. On peut avoir la carte de France de tous les événements et voir ce qui se passe près de chez nous, parce que très souvent, il se passe des choses dans tous les départements. Les actualités de la e-santé. On a aussi un podcast que je vous invite à suivre, qui est sur toutes les plateformes, qui s'appelle 100 jours pour réussir. Et pour rester au courant de tout ce qui se passe sur Genius, 2 réflexes, c'est s'inscrire à la communauté, donc sur la page Genius, et vous recevrez lorsqu'il y a des nouveaux services ou des nouvelles choses qui peuvent vous intéresser. Et vous inscrire aussi sur le LinkedIn. On a un LinkedIn qui s'appelle Genius, G_news. Et là-dessus, on va relayer toutes les informations, les actus, les événements, et mettre en valeur aussi l'écosystème. C'est aussi ça le but de Genius. Et je vous laisse pour la table ronde. Donc, sur cette première partie de la table ronde dédiée aux questions de la formation, donc pourquoi parler tout d'abord de la formation, parce que c'est quand même le premier levier de transformation numérique pour permettre d'acculturer tous les emplois de la santé au numérique. C'est aussi un des axes majeurs de la stratégie d'accélération santé numérique, donc pour assurer que l'émergence des talents et accélérer aussi l'adaptation des formations en tant que telles aux besoins des compétences et de toutes les filières du numérique en santé. C'est justement l'enjeu de l'AMI-CMA. Je crois que c'est le moment où toi, David, tu présentes cette AMI-CMA, compétences et métiers d'avenir. Désolé pour les acronymes. C'était très théâtral, vous voyez, on rentre, on sort. Donc, l'AMI-CMA, vous le connaissez. AMI-CMA, ça veut dire appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui est cross-stratégie, c'est-à-dire sur la vingtaine de stratégies. Il n'y a pas que la santé numérique, d'autres secteurs aussi, intelligence artificielle, cybersécurité, le cloud, bénéficient aussi de cette AMI, qui n'était pas que santé numérique. Et nous, sur la partie santé numérique, on abonde 71 millions d'euros cette AMI Trans-Stratégie. Et sur notre politique de formation sur la stratégie, elle ne repose pas uniquement que sur l'appel à manifestation d'intérêt. La partie formation sur la stratégie repose sur 4 axes que vous voyez ici à l'écran. Tout d'abord, évidemment, donner à tous les professionnels sanitaires et médico-sociaux une formation en santé numérique. Ça passe par de la modification des textes réglementaires. Un arrêté est en cours pour cet été pour rendre obligatoire l'ensemble des formations numériques en santé dans les cursus médicaux. La mise en place de modules de formation, mais là c'est ce qui est financé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, donc on rend obligatoire les cours, mais on finance leur création et le recrutement, l'ingénierie de formation dans ce cadre-là. C'est quand même assez inédit, on rend quelque chose d'obligatoire, mais en même temps on finance la possibilité de sa mise en œuvre. Je sais que ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas. Ensuite, on a un sujet avec PIX, qui est la plateforme de certification de compétences. Donc, il ne s'agit pas de formation, il s'agit d'évaluation des compétences. Vous connaissez aussi PIX probablement, puisqu'il est mis en œuvre actuellement dans différents établissements, notamment dans le cas de l'enseignement au collège, au lycée, sur les compétences numériques générales. Et là, on va développer un PIX professionnel de santé spécifique sur les compétences des professionnels de santé. On a également réalisé un diagnostic sur la formation tout au long de la vie, qui est également un enjeu. On va parler beaucoup de formation initiale, mais évidemment, pour vous dire qu'on n'a pas oublié ce pan-là, qui est évidemment éminemment stratégique. Deuxième axe, c'est le développement des compétences des experts du numérique en santé, on va dire, donc des futurs salariés qui rejoindront, collaborateurs, entrepreneurs, chercheurs, qui rejoindront les porteurs de projets du numérique en santé, puisque dans la stratégie, on vise à créer davantage d'entreprises, de start-up, de projets de recherche, mais il faut bien qu'il puisse y avoir des compétences qui puissent les mener. On a à la fois un sujet pour augmenter le nombre d'ingénieurs formés à la santé numérique, qui est partie également de l'AMI. On va financer des établissements d'enseignement supérieur type école d'ingé pour créer des cursus santé numérique. Également la formation de directeurs
des structures médico-sociales et sanitaires afin qu'ils soient formés au numérique en santé. C'est un sujet aussi qui est traité par l'AMI, vous le savez. Proportion de juristes aussi, de plus en plus des projets de recherche autour de la donnée de santé interviennent et il y a des sujets éminemment complexes sur ces sujets de protection de données et également augmenter le nombre de profils autour des marquages CE. C'est des profils qui sont en forte tension aujourd'hui. Les entreprises recherchent ces profils-là, mais aussi des organismes notifiés qui, vous le savez, marquent CE, les dispositifs médicaux, n'ont pas assez d'auditeurs. Il y a des délais d'attente de plus de 18 mois actuellement juste parce qu'il n'y a pas assez d'auditeurs dans les organismes. On n'en a pas assez formé depuis les 10 dernières années. C'est important de rattraper ce retard. Troisième axe, c'est la formation des citoyens. Pierre, et vous y reviendrez tout à l'heure, donc je ne vais pas détailler avec des enjeux forts autour des fractures numériques. Et enfin, sujet majeur, souvent peu abordé, l'attractivité RH, l'attractivité des métiers du numérique, notamment les métiers du numérique au sein des directions des systèmes d'information, où de très belles carrières sont proposées, qui sont des métiers qui sont essentiels dans le déploiement du numérique en santé et qui aujourd'hui recrutent. Et il faut absolument qu'ils puissent attirer également davantage de personnes au sein de ces carrières. Et aussi l'attractivité professionnelle des métiers de la conformité, c'est ce que je disais juste avant. Il faut que les organismes notifiés puissent aussi recruter ces personnes-là et il faut pour ça également faire la promotion de ces carrières. Donc vous voyez que le plan formation de la stratégie est assez fin. On ne fait jamais les choses totalement bien, totalement mal. Il y a sûrement beaucoup de choses à peaufiner et c'est aussi l'objet des échanges que l'on mène dans le cadre du Tour de France. On n'est qu'à la première année de la stratégie qui en compte 5, donc vous voyez qu'encore beaucoup de choses sont possibles. Voilà, sur la présentation globale de l'axe formation. Passer à la diapo suivante, je crois qu'on détaille davantage la première partie qui concernait les compétences des professionnels de santé médico-sociaux numériques en santé. On a développé un référentiel de compétences, vous le savez, qui est annexé à l'AMI, afin de faire en sorte que les formations qui vont avoir lieu dans le cadre de cette AMI, dans le cadre du déploiement des formations, puissent coller à une sorte de standard commun qui a été mis en place avec un groupe de travail assez important, puisque l'ensemble des ministères, mais également de tous les CNP ont été consultés et l'ensemble des représentants des différentes parties prenantes. Ça a été un travail de fourmi qui a conduit à ce référentiel en 5 axes que je détaillerai rapidement aussi à la slide suivante. Un cadre commun. Donc, c'est ces formations qui vont être rendues obligatoires prochainement, comme je vous le disais, par un arrêté transverse. 28 heures de cours sont prévues pour 2 crédits ECTS. Ça vous paraît peut-être évident, tout ce que je dis là, mais concrètement, ça fait des années qu'on entend ce que les professionnels de santé médicaux soient formés au numérique en santé. La formation initiale, ce n'était pas la formation continue. Il y a encore des choses à faire. On peut encore faire mieux. Là, on parle en plus du premier cycle. On pourrait faire des choses formidables aussi sur les cycles supérieurs. Mais c'est le début. Il faut faire les stratégies des petits pas. Il faut bien commencer par quelque chose de concret. Et là, il s'agit d'une démarche inédite en la matière sur le numérique en santé. Et enfin, slide suivante, et je m'arrête ma longue logorée sur le sujet, parce qu'en plus je parle très vite, c'est les référentiels de compétences. Alors, je vous l'ai dit, il y a 5 axes, données de santé, cybersécurité, communication, outils numériques et télésanté, qui sont des axes qui ont du coup émergé de manière consensuelle par l'ensemble des acteurs, peaufinés avec l'ensemble des parties prenantes et qu'on se propose donc dans le cadre de l'AMI de faire en sorte que les lauréats le respectent. Et c'est ce référentiel qui est associé à cet arrêté transverse qui va apparaître prochainement. Je me vois mal vous lire les phrases qui sont écrites ici, ça n'a assez peu d'intérêt, je ne vais pas paraphraser ce qui est écrit. Voilà. On peut passer à la suite et je crois que moi, je m'arrête bientôt. L'AMI-CMA, c'est 71 millions d'euros, je l'ai dit. C'est un copilotage MESRI, ministère de la Santé. C'est des consortiums, c'est une approche territoriale évidemment recherchée autour d'une université avec secteur santé, évidemment, pour la partie formation des professionnels et des établissements. Et c'est important de le préciser, paramédicaux. On parlait de médico-sociaux, du médico-social qui est également un parent pauvre du numérique en santé. Et il est important, et on le voit et on l'a vu tout au long de nos présentations de ce Tour de France, le numérique en santé au niveau médico-social n'est pas oublié, à la fois dans le Ségur avec 600 millions d'euros qui sont investis, à la fois aussi sur la partie formation et la stratégie d'accélération et des actions en faveur de l'expérimentation aussi, mais je ne vais pas faire trop de digressions. Évidemment, le consortium peut également associer, et c'est fort souhaitable, d'autres acteurs de l'écosystème régional, local, voilà, et que les objectifs sont évidents. Le calendrier, vous le savez que l'AMI a été publié. Alors c'est sûr, avec des délais de la première relève qui étaient très courts en décembre, il fallait répondre immédiatement à l'appel, ce qui fait qu'on a quelques préfigurateurs
qui ont été annoncés dans ce cadre, mais évidemment le gros de la troupe va se trouver dans la seconde relève. J'imagine que l'ensemble des acteurs ici en ligne vont déposer des dossiers, et on l'espère, vous êtes nombreux à déposer des dossiers pour le 5 juillet. Donc évidemment, les cours vont pouvoir commencer à partir de la rentrée universitaire prochaine pour ceux qui ont été les lauréats de la première relève, et vont pouvoir ensuite suivre les mois et les années suivantes avec une généralisation 2023-2024 afin de former in fine 350 000 étudiants santé et médico-sociaux en flux pour d'ici la fin de la stratégie, c'est-à-dire à la fin des 5 prochaines années. Voilà. Je crois que maintenant c'est bon. Merci. Merci beaucoup David pour la présentation de cette partie de la stratégie d'accélération santé numérique sur l'AMI-CMA. On va passer aux échanges parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit David, on est vraiment au début de la démarche sur la formation au numérique en santé, et peut-être qu'on va faire un petit tour de table rapidement. Alors même si on n'est que 4 ici, en fait on est 5 avec Frédéric Sauva qui est en ligne. Mais je vous laisse vous présenter rapidement avant de passer aux premières questions. Oui, bonjour, Stéphane Rosic, directeur des soins donc, au CHU de La Réunion, et directeur ici Nord et Sud, qui comporte à peu près 700 étudiants en formation. Alors, bonjour, Christophe Ménard. Donc, moi, je suis responsable de la pédagogie cadre supérieur des IFSI Nord et Sud, donc avec la mise en application de tout virage numérique. Oui, Denis Lerat, donc je suis le directeur des études et des systèmes d'information de l'ARS, les systèmes d'information qui comprennent les systèmes d'information de santé pour l'ensemble du territoire. Et en ligne, on a Madame Sauva, je ne sais pas si tout le monde vous voit, vous pouvez vous présenter également. Moi, je suis vous coupiez votre micro. PUPR, c'est un professeur en chirurgie santé. Un, deux. Ah. Bon, on n'a pas très bien entendu, il y a eu quelques petits soucis, on est vraiment désolé. Je ne sais pas, est-ce qu'on refait un test, ça devrait être bon? Ouais. Madame Sauva, si vous voulez bien vous... Faut juste que vous coupiez le son quand moi je mets le ça marche. Donc je disais, je suis professeure de chirurgie infantile et je représente l'UFR Santé, donc Bérénice Doré, le doyen de faculté, Arnaud Wiener, le vice-doyen de formation, qui ne pouvait pas être là. Merci beaucoup, Madame Sauva, c'était un petit peu mieux. On essaiera de pouvoir échanger avec vous à distance. C'est vrai que ça n'a pas l'air évident. Sur la nécessité d'intégrer l'usage du numérique dans les formations, peut-être qu'on peut faire un premier tour de table sur l'état des lieux que vous faites sur l'utilisation du numérique par les étudiants, l'utilisation du numérique sur les outils qui sont disponibles, voilà, les difficultés potentielles à les utiliser. Est-ce que c'est uniquement orienté autour du DPI ou voilà, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec la crise sanitaire, on a vécu un véritable virage numérique, nous aussi, puisqu'il a fallu basculer sur l'hybridation des formations, notamment le distanciel, l'usage des visios, etc. Et il a fallu monter en compétences tous ensemble pour réaliser ce virage. Et donc prendre conscience aussi de la nécessité de nous former, de former nos étudiants, et de s'accaparer en fait les innovations pédagogiques pour aller vers plus d'hybridation, puisqu'aujourd'hui on s'éloigne de plus en plus dans nos pratiques pédagogiques d'une
pédagogie traditionnelle de face à face, hein, avec un grand groupe, mais plutôt on tend vers de l'individualisation, et puis avec des stratégies pédagogiques autour des serious games, la simulation, etc. Mais là, je vais laisser la parole à Christophe pour qu'il puisse nous en dire un peu plus. Voilà, ouais, donc cette révolution numérique, elle est déjà chez nous, mais peut-être avec des moyens à mettre en place. Hein, donc, on sent qu'on va être accompagné et c'est quelque chose de bien. Effectivement, le Covid a été un élément déclenchant d'introduction de nouvelles méthodes pédagogiques de façon beaucoup plus rapide que ce que s'y était prévu. Entre autres, on a exploré ces méthodes d'enseignement à distance avec des avantages et des inconvénients hein, qui créent, vous l'avez entendu sans doute, des étudiants qui étaient à distance des lieux d'enseignement. Et on a pu aussi choisir des méthodes numériques, entre autres le podcast, qui devient quelque chose qui prend une place très importante. Et vous allez le comprendre en plus pour nous sur l'île de la Réunion, où on a des expertises en métropole fortes et pas forcément les gens sur place. Donc cette méthode de podcast, moi je l'ai utilisée en prenant des experts métropolitains à travers des enregistrements et après donc le diffuser aux étudiants et de faire moi un face-à-face, donc de garder aussi un contact avec l'étudiant, d'utiliser le numérique et l'expertise à distance. Ces nouveaux moyens nous permettent d'introduire de la pédagogie de meilleure qualité et de garder aussi les contacts avec l'étudiant. Les serious games hein, qui sont arrivés dans la santé nous permettent de faire de la simulation, hein, puisque la simulation en santé, elle passe par le numérique de plus en plus. Donc pour nous, formateurs, et pour les étudiants, c'est un besoin très important de formation, d'acquisition de ces nouveaux modèles. Et on attend avec impatience le contenu de cet arrêté pour mettre en place donc une formation qu'on va mettre dès la première année. Hein. On y réfléchit beaucoup et on attend les consignes. On a déjà des petites idées. Ça, c'est une chose. Dans les remarques, on va dire les questions qu'on se pose par rapport au DPI, hein, ce dossier patient informatisé est rentré depuis l'année dernière dans la formation de nos étudiants en clinique. Hein, vous savez qu'ils ont une partie à l'école infirmière en théorique à l'Institut, l'autre partie en clinique, hein, 50-50. Donc pour vraiment leur faire maîtriser ce dossier, il fallait leur donner des codes d'accès. Notre code de déontologie date de 2016, on va dire que c'est pas vieux 2016, mais on sent déjà qu'il a besoin d'être retouché par rapport à cette nouvelle accès au numérique. Il y a de la cybersécurité, c'est sûr, mais dans le quotidien, des questions que je me suis posées, par exemple, jusqu'ici, les étudiants en attente de diplôme, en fin de formation, signaient les transmissions écrivait les transmissions avec une signature du diplômé. C'est-à-dire que le diplômé venait cautionner le pansement, les soins qui avaient été faits. Actuellement, avec le DPI, pour qu'ils aient accès au DPI, donc à l'état des dossiers des patients qu'ils suivent, ils ont un code et donc ils vont engager leur responsabilité avant le diplôme. C'est des questions qu'on n'a pas encore vraiment éclairci la notion de responsabilité. L'autre grosse question qui s'est posée très rapidement, ces notions dues au secret professionnel, ces éléments hyper importants, comment éviter ces fuites numériques de pièces hyper précieuses qui ne doivent pas sortir. Tout ça, on a besoin d'avoir un petit cadre réglementaire et de retoucher probablement notre code de déontologie par rapport au numérique. C'est certain. Donc voilà des questions qui se posent et dans la question, mais vous y avez répondu, c'est évident que la formation des étudiants passe aussi et avant tout par la formation des formateurs à l'usage de ces nouvelles technologies. Merci beaucoup. Denis Laura, sur l'usage du numérique, vous avez peut-être un mot à rajouter sur ce que vous voyez à la sortie depuis l'ARS? Peut-être pas forcément d'ailleurs. Si, en tant qu'enseignant. Donc là, oui, effectivement, c'est différent en termes d'interactivité, de travailler à distance avec des caméras fermées. Et voilà, il y a moins d'interactivité. On ne sait pas si on arrive quand même à capter l'attention des étudiants ou pas, parce que c'est quand même des sujets qui sont souvent un petit peu techniques, qui peuvent être un peu rébarbatifs. Donc ça crée quand même un peu une cassure. Moi, j'ai pas tellement apprécié cette époque en tant qu'enseignant, je veux dire. Après, sur les résultats des générations qui sont sorties, j'espère que dans leur vie professionnelle, elles ne seront pas pénalisées. Enfin, de toute façon, elles seront rattrapées par la technique et
il n'y a pas de souci, quoi. Peut-être juste rajouter ce que disait M. Ménard, Christophe, sur le podcast. Effectivement, pour nous, c'est un outil pédagogique qui est très utile puisqu'on est dans une pédagogie inversée. C'est-à-dire que l'étudiant va apprendre à son rythme, s'approprier le document à son rythme. Et ensuite, il y a un retour qui est fait sur les questions qu'il se pose sur ce document qu'il a eu, sur les questions qu'il peut avoir, qui sont subsidiaires, sur ce qu'il n'a pas compris, etc. Et là, on est vraiment dans une pédagogie active, parce que je dis ça pour rebondir par rapport à la visio, où effectivement, on se retrouve devant des écrans parfois noirs, donc on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas de retour, il n'y a pas d'interactivité. Et donc là, c'est très limitant effectivement pour nous, et on continue à utiliser la visio, mais de manière restreinte, puisque on a bien identifié les limites. Et voilà, j'insiste bien sur le podcast, parce que cette pédagogie inversée met vraiment en position active l'apprenant. Et ensuite, la remédiation qui est faite avec les enseignants, elle a toute sa pertinence, puisque chacun dans son coin aura pris le temps de travailler, de s'approprier. Et ensuite, on résout les questions qui restent. Alors que sur un cours magistral classique, on ne peut pas avoir cette interactivité, finalement. Sinon, on n'avance pas. Très bien. Et je me posais la question, parce qu'on là, on fait le constat sur les formations des futurs professionnels de santé. C'est vrai que c'est quelque chose qui est bien pris en compte dans l'appel à manifestation compétences et métiers d'avenir. J'imagine que c'est un peu le même constat aussi pour les formations infra-bac ou non universalisées des autres métiers. Je pense aux aides-soignants, aux ambulanciers. C'est aussi des formations qu'il va falloir transformer et numériser et acculturer au numérique. Tout à fait. C'est vrai que l'arrêté s'adresse aujourd'hui tout ce qui est donc à partir du niveau de licence. Et nous avons quand même beaucoup d'instituts de formation. L'exemple des aides-soignants que vous avez pris, c'est à peu près 26 000 étudiants qui sont formés chaque année. Et on a besoin d'environ en prospective de 100 000 aides-soignants demain. Donc massivement, il y a un besoin de formation. Tous les ans, on les forme. Ils sont en équipe avec les infirmiers, les médecins, etc., tous les professionnels paramédicaux et médicaux. Donc, ils ne peuvent pas rester sur le bord du chemin, parce qu'eux aussi ont accès à ces logiciels. Ils doivent rentrer des données. Donc, ils sont tout à fait concernés. En fait, à mon sens, il faut partir d'une compétence transversale, basique, à adapter peut-être en fonction du niveau des étudiants, que ce soit niveau licence ou master ou infrabac. Mais je rebondis ici peut-être sur une réflexion de M. Lerat qu'il avait faite, et je vais lui laisser la parole sur la nécessité aussi peut-être que les équipes de direction des établissements de santé soient aussi concernées par cette formation. Oui, merci. En fait, c'est toute la société qui se numérise. En fait, on a eu la révolution industrielle, et puis là, on est en train de vivre la révolution d'Internet avec l'Internet des objets. Aujourd'hui, on a des lave-vaisselles qui sont connectés, donc le numérique, il est vraiment partout. Donc, y compris chez les infirmiers ou chez les manip radio, qui plus est chez les ambulanciers, ils seront tous, à un moment donné, touchés de loin ou de près par le numérique. Ça, c'est une certitude. Et puis, donc ça, c'est une certitude. L'autre problématique, c'est effectivement la formation des dirigeants. Donc, si je fais un petit peu d'histoire, et sur le volet hospitalier, il y a quelques années, à la fin des années 80, début des années 90, l'informatique hospitalière a été mise en œuvre par les CRIH, les centres régionaux d'informatique hospitalière, qui étaient adossés à des banques. C'était comme ça. Et donc, c'est un peu le chemin inverse, c'est-à-dire tous les autres aspects de l'hôpital étaient au sein de l'hôpital, la blanchisserie, il y avait aussi les légumes, enfin, il y avait la cuisine, il y avait tout. Et l'informatique était un peu à l'extérieur quand l'informatique est arrivée. Et là, on intègre ces métiers-là, et on est là à la fin de la première vague, de la première informatisation dans les établissements. Et ça s'est fait un peu de manière un peu hétérogène. Et j'ai coutume de dire que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus compliqué qu'un système d'information hospitalier. Franchement, je ne vois pas. Donc pour que les choses soient prises en compte correctement, il faut que les dirigeants comprennent l'intérêt pour la production de soins et la sécurité des soins et la qualité des prises en charge du système d'information. Et pour qu'ils comprennent ça, il faut qu'ils soient formés. Or, aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que ce soit sur le secteur médico-social ou le secteur sanitaire,
les gens sont formés souvent dans les postes de direction à l'école, le HESP, et que je sache, aujourd'hui, il n'y a pas encore de formation, à mon sens, à niveau sur ces questions-là des dirigeants. Et donc après, comme on est dans un système d'information qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier, un directeur d'établissement, il était responsable du système d'information dans le périmètre de son établissement, y compris juridiquement. Là, on va, avec ce qu'on promeut autour de mon espace santé, vers une santé qui est communicante, donc qui va au-delà du périmètre de l'établissement. Quand on met un défibrillateur implantable dans le corps d'un patient, c'est carrément le système d'information qui va jusque dans le corps du patient. Et ça, c'est des choses qu'ils ne perçoivent pas forcément. Donc après, on voit bien les dérives sur les problématiques de cybersécurité. Si on ne comprend pas qu'un jeune, un geek peut aller défibriller les gens de son quartier si le truc n'est pas un peu carré, on ne maîtrise pas ces sujets-là. Et donc il y a vraiment ce besoin que sur la stratégie des systèmes d'information, les dirigeants comprennent quels sont les enjeux. On a moins cette problématique sur le secteur médico-social. Le médico-social, c'est souvent plus agile. Et les dirigeants, on les a dans les instances dans lesquelles on travaille. Et donc, petit à petit, cette formation, elle s'est faite. Alors, il y a des manques. Il y a encore beaucoup de trous dans la raquette. Mais il y a quand même cette agilité du secteur médico-social qu'on retrouve sans doute moins dans le sanitaire. Merci beaucoup, Denis. Peut-être à distance, avec Frédéric Sauva, on a abordé un peu toutes les facettes de la formation continue, donc en parlant des managers, des professionnels de santé, également des autres formations. Est-ce que c'est des constats que vous partagez, Madame Sauva, excusez-moi, et qu'est-ce que vous voudriez y ajouter ? Je pense que pour les médecins, je rejoins tout ce qui a été dit, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a l'enjeu que c'est vrai qu'on a vécu en quelques années la révolution, où on est passé d'une visio où il fallait réserver la salle, où il fallait quasiment avoir fait le Polytechnique pour lancer une visio, à un truc. Je pense que tous les étudiants en médecine, maintenant, Starly fait leur ami et qu'on fait de l'enseignement depuis chez nous, des réunions, enfin tout le monde maîtrise. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect dossier informatique où on a appris sur le tas tous, mais on n'enseigne jamais à nos étudiants vraiment quelles sont les limites, quels sont les droits, quels sont les secrets médicaux dans un DPI. Est-ce que vous avez le droit d'aller ouvrir le dossier sous prétexte que le monsieur il s'appelle un tel et qu'il est aux urgences et que vous le connaissez. Enfin, il y a tout un parti législatif qu'on n'a jamais eu. Sur le plan plus, là je prends la casquette plus universitaire, je rejoins ce qui a été dit sur les études infirmières, sur la pédagogie inversée. On voit bien que la réforme du deuxième cycle, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on va faire des enseignements en podcast, qui seront ou nationaux ou locaux, et qu'après, on va apprendre aux gens à réfléchir. Ils auront une base théorique qu'ils auront appris tout seuls à leur rythme, et qu'on va leur faire des trucs beaucoup plus pratiques plutôt que le cours magistral, où j'ai envie de dire n'importe qui peut l'apprendre par cœur et le faire. Donc c'est une révolution. Et c'est une révolution à la manière d'enseigner dans les outils qu'il faudra. C'est d'autant plus important à La Réunion que si on imagine qu'un jour on est deuxième cycle, c'est-à-dire les 4e, 5e année, 6e année de médecine, il n'y a pas assez d'enseignants hospitalo-universitaires puisqu'on doit être au maximum 14 et qu'on ne pourra pas faire tous les champs de compétences. Donc ça sera des cours nationaux. On voit bien que c'est à la fois une demande des étudiants, des enseignants. Et enfin, il y a toute la partie, je sais que vous en avez parlé, Marie, télémédecine, c'est pareil, c'est l'avenir en médecine. C'est une manière dont on va avoir travaillé d'éviter les déplacements pour rien, d'interagir plus facilement, que ce soit la télé-expertise, la télé, tout ce que vous voulez, et qu'on n'a pas été formé aux outils, qu'on le fait, j'allais dire, intuitivement avec les mauvais outils, sans avoir aucune notion de comment on peut se faire rémunérer, enfin, l'hôpital, notre employeur. Il y a tout un pan, à la fois comme utilisateur et comme législateur à faire. Donc je pense que ça a intégré dans les études médicales, enfin dans les études en santé au sens très large, à tous les niveaux. Après, je suis un peu, ou alors je n'ai pas compris la diapositive, vous disiez il y a une formation de 28 heures. 28 heures, c'est énorme. Il y a quasiment 28 heures, c'est quasiment ce qu'il faut pour apprendre toute la pathologie de la cardiologie
Donc, si vous faites 28 heures sur que ça, le numérique en santé, vous allez déjà perdre tous ceux qui ne seront pas obligés de le faire, et les étudiants, c'est le chat qui va regarder le podcast. Je pense que s'il vous faut 28 heures pour enseigner, je suis volontairement provocatrice, les gens qui me connaissent savent que c'est la manière de faire. S'il vous faut 28 heures pour enseigner des trucs qu'on a appris sur le tas au fur et à mesure, c'est que l'enseignement, il n'est pas bon, vous allez louper les bons messages pratiques. Donc, où je n'ai pas compris l'histoire des 28 heures, où c'est pour moi trop long, et c'est toujours plus facile de faire très long parce que vous êtes large, et vous dites tout, que de faire synthétique. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur le format de cet enseignement pour les gens qui sont déjà en poste et qui sont demandeurs, pour les étudiants, et de réfléchir à quel moment on le fait. Est-ce qu'on le fait au début, est-ce qu'on le fait à la fin, est-ce qu'on le fait le deuxième cycle, troisième cycle, formation continue, et quel est le message qu'on veut leur faire passer, sachant qu'il ne faut pas les noyer, sinon vous perdez le message principal. Voilà en très résumé ce que j'avais envie de dire sur le côté militaire. Merci beaucoup Frédéric. Sur les 28 heures, peut-être qu'on pourra y revenir dans la partie échange après. Mais c'est une très bonne transition sur la partie formation continue, parce que là, les sujets qui sont abordés dans le référentiel des compétences avec des outils de télésanté, de télésoins, de téléexpertise, en fait, ils sont déjà utilisés aujourd'hui, alors que ce soit à cause de la crise sanitaire ou grâce, je ne sais pas, et comme le disait Frédéric, que ce soit appris sur le tas ou pas, mais sur toutes ces questions de formation continue, notamment pour la recherche, comment on peut aussi intégrer ça à toutes ces questions de formation. Oui. C'est vrai, c'est difficile d'envisager pas être en miroir avec les professionnels qui sont déjà en place. Professeur Sauva l'a dit, tous nos compétences finalement on les a acquis sur le tas, c'est expérientiel. Et donc il y a une hétérogénéité forcément de niveau et d'expertise et puis d'appétence. Donc là, c'est forcément on sera obligé d'avoir une offre de formation continue pour accompagner les professionnels de terrain qui sont déjà en place. C'est très ambitieux puisque ça représente déjà beaucoup de personnes dans le monde sanitaire et médico-social, mais certainement que c'est incontournable. Sans doute faudra-t-il procéder à des pré-tests, en tout cas évaluer les prérequis, parce que comme je disais, c'est certainement hétérogène dans l'approche et le niveau de compétence de chacun. Donc, difficile peut-être pour moi d'envisager de projeter une formation qui soit standardisée, mais en tout cas qui soit adaptée. En tout cas, ça me semble tout à fait important. Pour ce qui est la question de la recherche, effectivement, la France, d'une manière générale, et en particulier pour les études paramédicales, est un petit peu en retrait, puisque l'ingénierie et l'universitarisation des formations paramédicales, si on prend cet exemple, est faite depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons. On y arrive plus doucement en France. Et donc il y a tout un intérêt pour l'amélioration de la qualité des soins de savoir mener une recherche. L'évidence-based practice, en tout cas, d'aller chercher des données probantes, de s'interroger sur ces pratiques. Et on le voit sur l'expérience des pays, notamment anglo-saxons, ils y sont déjà. Et la preuve est faite que les soignants paramédicaux qui s'engagent dans la recherche, notamment à travers les outils numériques, en fait, permettent d'améliorer la qualité des soins. Je peux compléter ? Juste un petit mot. Donc oui, j'étais à une formation il y a 8 jours sur la recherche en santé paramédicale. Et en fin de compte, le constat qu'on a fait pour pouvoir évoluer, donc faire évoluer notre profession, c'était de passer par donc la revue de littérature, qui est un outil assez simple, mais qui nous permet d'accéder aux recherches mondiales. Et pour faire une revue de littérature, eh bien, c'est sûr qu'il faut avoir des bases en recherche informatique très pas forcément importante, mais c'est la seule ouverture des professions paramédicales, alors que les médecins le font depuis longtemps. Mais en recherche paramédicale, cette revue de littérature, c'est la porte
ouverte à la possibilité de l'amélioration des compétences, et seulement la ressource informatique et la maîtrise et la connaissance de ces recherches qui sont partout dans le monde et qu'il faut aller chercher avec des outils très spécifiques. Tant qu'on ne maîtrise pas ça, la recherche en santé paramédicale ne pourra pas aboutir. Et en tout cas, nous, en formation initiale, on est en train de le mettre en place. On espère avoir des chercheurs en sciences infirmières prochainement. En formation continue, on s'applique vraiment à former tous les gens, à sensibiliser, et je suis sûr qu'une formation plus précise est importante, sensibiliser tous les professionnels en place pour qu'ils permettent de valoriser et d'être toujours au meilleur, à la meilleure solution de soins qui existe et qui a été prouvée en evidence-based nursing. Alors pour répondre rapidement aux réflexions du professeur Sauva, c'est vrai que quand on y réfléchit, 28 heures, ça semble énorme. Là, je suis assez d'accord. Maintenant, quand on dissèque un peu, si on fait les aspects juridiques, les aspects éthiques, les aspects techniques, les aspects stratégiques, finalement, je trouve que c'est pas si mal d'avoir un socle de 28 heures. Après, l'autre question, et moi qui me terrorise un peu, c'est que en matière de système d'information, il y a quelques années, on savait encore réfléchir à 5 ans. À 5 ans, on pouvait construire des réflexions stratégiques. Voilà. Aujourd'hui, à 3 ans, c'est compliqué déjà. On ne sait pas exactement qu'est-ce que sera la technologie dans 3 ans. Et donc, quand on fait un programme de formation initiale, si on se dit « je suis tranquille pour les 10 prochaines années », en matière de système d'information, on est mort. 10 ans, c'est plus que du brouillard, et on passe vite de la modernité à l'Antiquité. Donc ça aussi, ça va être un des enjeux majeurs de la formation, ça va être d'être en capacité de revoir très régulièrement, et quand je dis très régulièrement, c'est 24-36 mois, les programmes, pour être sûr qu'ils sont toujours adaptés. Parce que s'il y a un système, s'il y a un domaine dans lequel ça avance très vite, pour le coup, c'est aussi la santé. Donc retard de formation, mais en même temps domaine qui avance très très vite en matière de système d'information. Merci beaucoup. Avant de redonner la parole au professeur Sauva, peut-être lié avec la question de l'éducation du patient, où bien souvent, aujourd'hui, on est déjà dans cette transition entre l'éducation thérapeutique à l'éducation numérique du patient. Peut-être, professeur Sauva, si vous pouvez aborder ces deux éléments, à la fois la formation continue et tous les enjeux de compétences, notamment qui sont présents d'ailleurs dans le référentiel, et cette deuxième partie sur le lien entre le patient et le professionnel de santé, sur la modification de la pédagogie que cela induit. Merci. C'est des sujets qui sont très intéressants. On a bien vu qu'avec le Covid, on s'est tous mis à la télémédecine. Alors, moi, je fais partie d'un service qui en faisait déjà avec Mayotte, mais on s'y est mis avec des patients qu'on ne voulait pas faire venir à l'hôpital parce que c'était compliqué, qu'on ne voulait pas perdre de vue, et on s'est aperçu qu'en fait, c'était un système qui convenait bien, à la fois du côté, je pense, médical, et on a discuté avec les patients, du côté patient, parce que ça leur évite de venir dans une salle d'attente, d'attendre des heures pour parfois discuter juste d'un résultat de radio ou d'examen biologique. Il n'y a pas forcément besoin d'un examen clinique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Après, ça nécessite effectivement d'éduquer, d'avoir des plateformes faciles d'accès pour les patients pour qu'ils se connectent. Mais en fait, on s'est aperçu aussi que les patients à qui on proposait, alors disaient, vous allez sur votre smartphone, vous chargez Starleaf et puis on fait là-dessus. Ça a finalement été beaucoup plus simple par des moyens détournés mis dans l'urgence qu'on aurait pu le croire si on avait fait ça dans un cadre plus institutionnel en montant des projets. Alors après, vous allez me dire, c'est sûr que ce n'est pas de la cybersécurité, que ce n'est pas des trucs sécurisés. Voilà. Après, j'ai envie de dire, les dossiers médicaux papier qui traînaient dans les salles d'attente n'étaient pas guère plus sécurisés, et vous rentriez dans les archives d'à peu près tous les hôpitaux très facilement en allant juste avec un air très sûr de soi. Donc, c'est des réflexions à avoir, mais c'est compliqué. Voilà. Après, je pense qu'aussi, cette télémédecine,
ça va inventer des métiers. On parle beaucoup d'infirmières de pratique avancée. Quand on fait de la télémédecine, je ne sais pas si ça a été abordé mardi, avec Mayotte, on a formé notre infirmière de consultation à Mayotte à faire des examens cliniques que jamais une infirmière ne ferait ici. Elle regarde une hernie, elle est capable de diagnostiquer une hernie, de vérifier la position de testicule de l'enfant. Quand on en revient au volet formation, c'est-à-dire que je pense que quand dans 2 ou 3 ans, on aura cette même discussion, on aura inventé l'infirmière de pratique avancée en télémédecine. Donc, ça veut dire qu'il faut l'inclure dès maintenant dans les formations infirmières, paramédicales, etc., etc. C'est des métiers à développer. On voit bien qu'il y a des déserts de soins, pas que médicaux, un peu partout. Il y a probablement des tas de choses qu'on va pouvoir déléguer et avancer avec la télémédecine. On sait sur les cicatrisations, sur la psychiatrie depuis longtemps. Donc, c'est aussi peut-être dès maintenant de commencer à l'envisager dans les cursus de formation comme une option possible en poste, je pense, voilà, infirmière pratique avancée ou autre, et pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, oui, il va falloir faire des formations, et je suis d'accord avec M. Laura, il va falloir les changer quasiment tous les ans, parce que ça va avancer très vite, que chacun va avoir son idée, son expérimentation. Donc, mais finalement, peut-être qu'il faut juste que quelqu'un, c'est facile de dire juste, dans le ministère de l'enseignement ou le ministère de la santé, fasse des podcasts pour tout le monde avec des formats longs, des formats courts, des formats pour infirmières, des formats pour formation continue médicale, pour jeunes externes, tout ce qu'on veut, et que ce soit des trucs nationaux, qu'on ne réinvente pas la roue, comme on a trop souvent tendance à le faire, et qu'après, il y ait, pour moi, par région, ou par spécialité, des interlocuteurs qui eux-mêmes ont fait la formation et qui sont capables de répondre à la question de la personne qui aura vu son podcast à sa maison et puis qui reviendra le lendemain en disant mais dans la vraie vie, c'est quoi? Donc je pense qu'il faut que la formation soit nationale, soit bien encadrée, c'est un travail pas facile, et qu'après, dans chaque région, il y ait un interlocuteur dans chaque filière de formation en disant c'est moi qui me tiens au courant de ces formations et qui est capable de faire des ateliers pratiques après par chaque filière. Voilà ma vision. Ça reste très personnel. Merci beaucoup. C'est vrai que sur ces questions de télésanté, c'est justement quelque chose qui va devenir obligatoire avec le référentiel et sur la mise à jour. Alors évidemment, là, on est dans les premières vagues, donc on est déjà sur la mise en place de ces formations, mais c'est également quelque chose qui est prévu de pouvoir réunir les consortiums pour pouvoir avoir un retour sur ce qui a été enseigné et les compétences qui ont été acquises pour pouvoir faire évoluer ces référentiels. Sur la question de l'éducation du patient dans le sens plus interaction entre un professionnel de santé et son patient, peut-être que vous voulez aussi revenir sur la question de Nilora par exemple. Oui, parce que tout à l'heure le professeur Sauvet parlait des nouveaux métiers, mais c'est aussi les nouveaux rôles. C'est-à-dire dans un système de santé qui ne communique pas, finalement chacun a son rapport avec son patient et ça se passe plutôt bien. En tout cas, ça s'est passé plutôt bien jusqu'à maintenant. Dans un système de santé communicant où finalement on va avoir un espace de santé et où on va pouvoir échanger, en tout cas partager nos données avec l'ensemble de la communauté soignante, le médecin il a aussi un rôle de conseil. C'est-à-dire cette partie-là de mon dossier, je peux l'échanger avec mon diabéto ou mon rhumato, mais cette partie-là, j'ai besoin de l'échanger avec personne et je garde ça dans la relation que j'ai avec mon médecin généraliste. Et ça, c'est un des nouveaux rôles que va devoir jouer le médecin, le rôle de conseiller données de santé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le patient, il va lui, pour son bien et pour la qualité de sa prise en charge, il va dire, moi je coche, j'échange tout avec tout le monde, et de toute façon, je serai sûrement super bien soigné, comme ça, ils ne pourront pas ignorer une information. Sauf que ce n'est pas la réalité. Les médecins, ils ont besoin des dernières informations, de savoir que j'ai fait une péritonite quand j'étais petit. C'est peut-être un intérêt médical, j'y connais rien, mais c'est peut-être pas prégnant. Mais en tout cas, dans les nouveaux rôles, il va y avoir celui-là. Et ça, je pense que les professionnels de santé, il faut les y préparer, parce que ça va être chronophage.
d'expliquer quelles sont les données que je dois échanger avec quel type de professionnel de santé. Il y a aussi toutes les questions de l'Internet des objets avec les dispositifs de télésurveillance qui vont se développer. Ça rentre un peu dans la même logique finalement. Oui, mais j'étais dans le prolongement de la réflexion de ce que venait de dire M. Lerat. À l'hôpital, on a mis, je prends une image, hein, on a mis en place la démarche qualité, la certification, et ça n'a pas forcément été bien, comment dire, intégré par tout le monde, par tous les acteurs. Et je fais le parallèle, je me dis finalement, mais peut-être qu'il y a un frein aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on aura devant nous et avec nous cette appétence des professionnels de santé, parce que ce n'est pas leur cœur de métier. Le cœur de métier, c'est le soin, c'est le toucher, etc. Donc, pour moi, se pose la question quand même du frein, en fait, pour ce passage de relais numérique, c'est-à-dire passer, on disait tout à l'heure, passer de l'éducation thérapeutique à l'éducation numérique, hein, puisqu'il faudra s'appuyer sur des applications, la télémédecine, etc. Voilà, je me pose la question finalement aussi de quelque part si nous n'aurons pas demain des freins aussi sur l'investissement à travers de ces nouvelles technologies. Monsieur Mélan, vous voulez compléter ? Je dirais que oui, je comprends et je soutiens la remarque de M. Le Rouzic. Le métier soignant a toujours tendance à demander la présence du soignant physique. Et ce passage derrière l'écran, c'est une éducation et une complémentarité qu'il va falloir expliquer. C'est vrai que la télémédecine apporte beaucoup de... Si on prend ici à Cilaos, par exemple, sans aller plus loin, c'est un progrès capital pour cette partie de l'île qui est enclavée. Les gens l'acceptent bien, mais il y a toujours une présence quand même soignante, il y a toujours une infirmière. Et ces consultations, ces cyberconsultations qu'on peut imaginer dans l'avenir, je pense qu'il va falloir quand même prendre soin, si on peut dire, de ne pas la rendre complètement impersonnelle. Et ce numérique, dans le rapport à l'autre, hein, puisqu'on est dans le rapport aux soins et dans le toucher, voilà, il va falloir qu'on s'y prépare et on ne va pas être soigné par un écran en direct. Je pense que certaines personnes vont faire cette critique. Mais à côté de ça, on a le progrès du soin, on a l'efficacité, on a beaucoup de choses, mais il faudra penser, comme dit le professeur Sauva, peut-être même si c'est pour une expertise médicale, avoir une infirmière ou encore une présence qui fait que le soin ne soit pas complètement dématérialisé. Et comme on l'a vu, par exemple, si vous étiez là mardi à la table ronde sur la télésanté. On a fait un peu le tour des questions sur la formation initiale. Ah, oui. Professeur Sauva, on vous donne la parole. Oui, je voulais juste rajouter, parce que je trouve ce qui a été dit important. Oui, la télésanté, c'est un outil pour rendre plus accessible, pour être plus proche de certains patients, leur éviter de faire des kilomètres pour finalement montrer sa radio de contrôle. Quand on habite Cilaos, on sait tous que c'est compliqué. Mais ça ne remplacera jamais le contact direct, je veux dire, ni pour les patients, ni même pour les professionnels de santé. Moi, le jour où je serai derrière que mon écran, j'arrêterai ce métier-là, parce qu'on l'a fait aussi pour avoir des rapports humains. Donc ça ne doit pas être vécu, même si c'est le rêve de certains dirigeants, parce que ça coûterait moins cher, de dire toute la journée tu fais de la consulte, ou tu fais des machins, tu fais disparaître. Donc ça, je pense qu'il faut rassurer à la fois les professionnels et les patients. Deuxième chose, je rejoins ce qui était dit sur le dossier médical. Je pense qu'il est fondamental de réfléchir à des DPI, à des systèmes où effectivement on sait ce qu'on partage ou on sait ce qu'on ne partage pas. Parce que, alors c'était pareil sur la version papier, mais c'est encore plus facile le numérique parce que finalement, quand vous connaissez votre DPI, vous pouvez créer un rendez-vous virtuel avec un patient, avoir accès à son dossier. C'est de la violation de secret médical, mais finalement, faut-il encore qu'on s'en rende compte. Et que on peut avoir envie, en tant que patient, de ne pas que votre dossier, une partie de votre dossier soit pas accessible à tous. Je vais prendre un exemple qui va parler à beaucoup de femmes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de femmes qui travaillent au CHU, qui voient le gynéco au CHU parce que vous n'avez pas envie que votre collègue de boulot, elle puisse avoir accès
à certaines données de votre dossier dedans. Et c'est un peu la crainte du numérique, et on voit bien quand on en discute avec les patients, parce que quand on leur propose d'échanger, ou vous savez, on fait signer un accord pour de la télémédecine, pour des choses comme ça, les patients ont toujours peur que leur vie privée soit étalée sur Facebook, comme ça on a discuté des dossiers médicaux, alors qu'on leur a jamais demandé, quand on discutait les dossiers au staff en présentiel, leur avis. Donc c'est là où il y a ce que je veux dire, il y a une éducation à faire des patients en disant vous gardez vos droits et on ne discutera pas plus en zone plus large de votre dossier qu'on le faisait en dossier papier. Mais bien sûr, il y a la crainte que quand on échange des données par Internet, que si on est piraté, on sait tous que c'est une arme de guerre monstrueuse, le piratage des hôpitaux, vous pouvez avoir une partie de votre dossier qui se retrouve sur la place publique. Merci beaucoup. Bon, on a fait le tour assez large des questions de formation initiale, que ce soit des professionnels de santé, des professions paramédicales, mais également des dirigeants et managers. On a également abordé la thématique de la formation continue, hein, qui s'imposera aussi sur ces questions de formation. Et on a commencé à aborder le lien avec le patient, plutôt du côté du professionnel de santé. Avant de passer à la table ronde sur la formation des citoyens et de définitivement basculer de ce côté-là de la relation, est-ce que peut-être qu'il y a des questions dans la salle ou à distance ? La première est souvent la plus compliquée, mais sinon, ouais. Merci. C'est moins une question qu'une réaction, puisqu'on a beaucoup parlé de formation à la télésanté, et donc moi je suis en charge de la télésanté au niveau national. Donc je me permets de réagir sur tout ce qui a été dit, parce que c'est fondamental. En fait, la formation des professionnels, c'est ce qui va permettre aux professionnels d'être en confiance avec sa pratique en télésanté et de se dire je le fais dans un cadre avec des données qui sont sécurisées, je le fais dans un cadre légal où j'ai compris ma responsabilité, et je le fais en pleine conscience des bonnes pratiques. Et donc, je ne propose pas aux patients du 100% à distance, je propose quelque chose qui a du sens dans son parcours de soins. Et c'est ça qui est essentiel, c'est la confiance que le professionnel va avoir dans ce qu'il fait. Se dire que, en fait, c'est un nouvel outil, dans le panel de prise en charge, c'est quelque chose qui sert le patient. Et c'est cette confiance-là que le professionnel transmet au patient, et le patient est aussi en confiance. Voilà. Et je le dis parce qu'on a fait des sondages et on sait que les patients adhèrent à la télésanté si leurs professionnels adhèrent, et que les professionnels adhèrent quand ils sont formés. Voilà, bon, c'est pour boucler la boucle. Ouais, je vais bien rebondir là-dessus, parce que ce qui nous a été dit mardi par le docteur Michel, c'était quand même, j'aime bien cette notion de télémédecine, mais pas trop loin, quoi. C'est-à-dire que la crainte, moi que j'ai en tant que patient, hein, c'est qu'au bout d'un moment, on ubérise la santé et qu'on ait des grosses machines qui soient capables de proposer des téléconsultations sur à peu près toutes les pathologies, à toutes les heures du jour et de la nuit, et de manière complètement déshumanisée. Et là, ce qui était dit, j'adhère complètement à cette idée, c'est que la télémédecine, il faut que le professionnel de santé reste impliqué. Pour qu'il reste impliqué, il faut que ça ne se passe pas très loin de chez lui, et il faut conserver ce lien de confiance qu'ont les patients avec leurs professionnels de santé, avec leurs médecins. Le colloque singulier, c'est important, c'est parce qu'il y a peu de professions où on a cette totale confiance. Le médecin reste quand même encore, heureusement, ce type de professionnel en qui on a confiance. Et le point de rupture, il n'est pas loin. C'est-à-dire le jour où on proposera de la santé comme on propose des hamburgers dans des cabines de télémédecine, on aura franchi un cap, et je pense qu'on aura perdu ce lien de confiance. Enfin, c'est ma conviction en tant que citoyen, là, pour le coup. À distance, on peut prendre une question pour la personne qui a levé la main. C'est Alain Domer, c'est ça ? Oui, bonjour. Merci d'abord pour ces débats. Je voulais réagir sur cette question de distance, elle est primordiale. C'est-à-dire que je ne pense pas que tout ce qui est formation à distance
où tous ces usages numériques vont remplacer en fait ce qui se fait. Ça va faciliter, ça va rendre les choses plus faciles, ça va optimiser, ça va nous permettre de gagner du temps. Et on voit bien que les médecins ils sont favorables globalement pendant la crise Covid. Ils ont fait énormément de choses. Aujourd'hui, il y a un WhatsApp qui partage tous les médecins. Aujourd'hui, il y a des formations qui ont été faites pour la crise Covid en soirée très régulièrement. Il y a eu des coopérations avec l'hôpital qui ont été développées, qui ont été très importantes. Donc, je n'ai pas, moi, d'inquiétude pour l'usage. Par contre, il faut travailler à la simplicité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ces outils soient simples. Et il faut qu'ils marchent, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas, y compris pour des plateformes ici. Donc, je pense que c'est très important de travailler sur la simplification, même si les questions de secret médical sont très prégnantes et très difficiles, parce qu'on utilise tous aujourd'hui du Gmail pour transférer des dossiers médicaux ou transférer des informations médicales, et ça n'est pas acceptable. Donc, il y a un gros travail à faire sur la sécurité. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et je pense que dans les liens ville-hôpital, il y a beaucoup à faire sur la santé numérique pour nous permettre de mieux communiquer, pour nous permettre aussi de plus échanger et pour permettre aussi de mieux connaître et d'échanger sur nos pratiques et nos patients. Voilà, donc je suis tout à fait optimiste, mais ma crainte, c'est vraiment d'avoir des outils simples, parce que c'est ça la difficulté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir dans la salle? Ça n'appelait pas forcément à de réaction. On peut... C'est bon, le micro. Là, typiquement, je souscris ce qui a été dit. La simplicité, c'est la garantie des usages derrière. Si c'est trop compliqué, voilà. Après, il y a les impératifs de sécurité qui font qu'on est obligé quand même d'avoir un minimum de complexité à la connexion. Ça fait bondir effectivement les professionnels de santé, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Et après, on voit pendant la crise, on a mis en place des outils de télémédecine qui étaient quand même hyper simples, en téléconsultation comme Visio basique. Bon, ça n'a pas eu un succès faramineux non plus, quoi. Après, il y a sans doute des problématiques de communication, de diffusion de l'information, de faire connaître les services, quoi. Mais c'est vrai que de simplifier les choses, c'est un gage d'usage, mais on ne peut pas simplifier à outrance parce que derrière, on a des impératifs légaux de sécurité qui font qu'à un moment, la double authentification, c'est comme ça, y compris pour les services bancaires. Donc pour les données de santé, c'est pareil. On ne peut pas faire l'économie de toutes ces questions de cybersécurité, tout en évidemment visant la simplicité des outils numériques. Et sur les échanges entre la ville et l'hôpital, c'est aussi tous les enjeux autour de l'utilisation de mon espace santé, notamment de la messagerie sécurisée de santé, pour justement éviter les échanges via WhatsApp, qui ne sont peut-être pas les plus sécurisés du monde pour s'échanger des données de santé. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires, sinon on va peut-être pouvoir remercier l'ensemble des participants à cette première partie de la table ronde. Donc merci beaucoup messieurs et merci professeur Sauva à distance d'avoir échangé sur ces sujets. Et je vous propose de passer à la deuxième table ronde sur la formation des citoyens et les sujets des fractures numériques. Donc je vous invite à monter sur scène Daniel Monbrive et Marine Gédor, s'il vous plaît. Pendant ce petit moment de logistique, peut-être du coup entamer cette table ronde sur les fractures numériques en faisant le lien avec ces problématiques de formation et d'essor et d'accélération du numérique en santé. C'est vrai que ce sont des enjeux qui obligent à reconsidérer aussi les questions de fracture numérique et de formation des citoyens comme une nouvelle priorité. Nouvelle priorité qui est prise au plus haut niveau au ministère et notamment à la délégation ministérielle au numérique en santé et qui nous oblige à repenser l'accompagnement des citoyens et surtout ceux les plus éloignés du numérique pour que le numérique en santé soit une chance pour tous et ne crée pas de nouvelles distorsions là où il y a déjà des fractures, puisqu'on sait que la fracture numérique s'insère souvent dans d'autres fractures, soit sociales, soit médicales ou autres. Avant les premières questions, on peut rapidement faire la présentation. Marine, si tu veux bien te présenter, puis Daniel. Oui, donc bonjour, moi c'est Marine Gédor, je suis chef de projet Ségur au sein du GCS Thésis.
Bonjour à tous, Daniel Mambrive, président de l'association Solidarnum. Presque tout est dit. Solidarnum, c'est l'acronyme de solidarité numérique. Et donc nous agissons depuis, c'est notre ADN, pour rester dans le secteur médical, que de réduire la fracture numérique à La Réunion et ailleurs. On en parlera, je pense. Donc les démarches autour de l'accompagnement du citoyen en numérique en santé se sont accélérées et catalysées évidemment avec la sortie début d'année 2022 de Mon Espace Santé, donc le nouveau carnet de santé de tous les Français qui est en train d'être ouvert progressivement à tous et qui est une sorte de coffre-fort numérique à la main des patients. Donc qui dit à la main des patients veut dire qu'on peut tout faire. Il y a notamment pas mal de questions qui sont liées à ce qui a été dit avant sur l'accès à certaines données, le masquage de certains documents qui sont présents dans cet espace de santé, qui du coup amène les questions de formation du public. Peut-être qu'on peut commencer par vous, Monsieur Mambrive, sur les constats de la fracture numérique, peut-être les spécificités ici de La Réunion et puis de Mayotte qui est pas très loin, et puis une petite présentation du hub Solidarnum. Merci, oui. Donc Solidarnum, effectivement, est une association qui a été créée en 2011 pour réduire la fracture numérique au départ par du matériel de réemploi qui est mis à disposition de nos adhérents. Ensuite, on a ouvert un Fab Lab, c'est un peu éloigné du sujet, et nous sommes arrivés en 2016 dans l'inclusion numérique, on appelait ça encore la médiation numérique, lorsque à Mende, par les pairs, il y a eu un plouf plouf plouf, ce sera toi, c'est tombé sur nous pour animer l'inclusion numérique sur tout l'outre-mer. Ensuite, en 2018, dans la stratégie nationale pour un numérique inclusif, a été lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place des hubs territoriaux pour un numérique inclusif. Nous avions répondu pour, encore une fois, occuper tout l'outre-mer, mais il nous a été attribué Pacifique et Océan Indien. Il y a eu un hub anti-Guyane pour l'inclusion numérique. Si on regarde ce que nous avons fait à ce niveau-là, pour répondre à la question après cette présentation, c'est une petite comparaison. L'INSEE dit aujourd'hui, un Français sur 6 n'est pas à l'aise ou est frappé d'électronisme. À La Réunion, c'est un Français sur 4, voire plus. Voire plus, on n'a pas de chiffres de l'INSEE. J'ai demandé d'ailleurs qu'une petite case à cocher dans le recensement réunionnais soit ajoutée pour qu'on ait quelque chose de plus précis. On est arrivé à ces chiffres avec des services compétents de la région Réunion, par exemple, en partant de nos 115 000 illettrés. Ça fait je ne sais pas combien de décennies qu'on traîne nos 115 000 illettrés. Plus ceux qui sont frappés d'innumérisme, on a clôturé hier, mais aller rajouter un petit revenu dans la déclaration d'impôt n'est pas facile pour tout le monde. Et puis quelque chose que j'allais faire ressentir au professeur Sauva tout à l'heure, c'est toutes les personnes qui résident à La Réunion qui sont frappées d'allophonie. On a beaucoup de voisins de l'océan Indien, comme on dit pudiquement, qui ne sont pas du tout à l'aise dans la langue française. Alors, on a quand même ces spécificités à prendre en compte. Donc, on arrive très facilement à 250 000 personnes qui seraient frappées d'électronisme à La Réunion. Voilà un peu nos constats, en nous appuyant sur un confrère de la Banque des Territoires, un de vos anciens confrères, je crois, Nicolas Turca, qui dit on a 3 problèmes devant un écran. Quand on a un problème de langue, on a bien évidemment la langue maternelle, mais on a aussi le vocabulaire administratif. Veuillez indiquer les ayants droit. Je suis désolé, nos voisins de l'océan Indien, les ayants droit, ça va peut-être les surprendre. Et alors, ne parlons pas du moment où on va leur dire téléverser les pièces justificatives. Là, on a perdu tout le monde en route. Et c'est pourquoi nous avons quand même un dispositif qui marche très très bien à La Réunion, qui s'appelle Aidant Connect. Aidant Connect, c'est faire à la place d'eux. Et on a aussi observé depuis très très longtemps que les gens s'adressaient au CCAS ou autres et qu'on planquait les mots de passe. On parlait de sécurité d'accès tout à l'heure. On planquait les mots de passe pour arriver à faire la démarche pour monsieur machin. Aujourd'hui, Aidant Connect évite tout ça, apporte une assurance juridique à l'aidant
Et on a eu un succès fou. Paris nous a pratiquement demandé de freiner un petit peu la manœuvre. Or, on a de la demande. On a formé plus de 230 personnes. On a fait exploser le quota qui était attribué, parce que Paris a encore fait un quota sans prendre en compte les spécificités, à savoir que c'était un quota ratio de la population. Voilà nos constats aujourd'hui. Et puis, pour aborder quand même le secteur de la santé, nous sommes France Service aussi, vous connaissez ces dispositifs. Nous avons des conseillers numériques France Service et dans Connect. C'est toutes ces personnes, et nous animons même le réseau La Réunion, nous remontent qu'il y a très peu de personnes qui viennent, pas consulter, pour effectuer des démarches concernant Amélie, voire Mon Espace Santé. C'est très très surprenant, parce qu'on a la même proportion de gens qui ont besoin de soins que France entière, alors que, bien évidemment, la CAF fait exploser tous les compteurs. On a énormément d'accompagnement autour de dispositifs tels que la CAF, et c'est quelque chose qu'on pourra travailler avec le référent, le coordinateur quel est le titre exact ? Le coordinateur des ambassadeurs Mon Espace Santé. Voilà. On va y revenir juste après. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire avec lui, puisque nous coordonnons les 62 conseillers numériques France Service de La Réunion, et il viendra donc expliquer toute cette problématique et faire les constats et peut-être trouver les solutions. Merci beaucoup. Côté grade thesis, sur l'importance du citoyen dans le numérique en santé, je sais que vous n'avez pas attendu la sortie de Mon Espace Santé pour l'inclure. C'est des discussions qui existent et qui préexistaient déjà. Néanmoins, dans les actions qui ont été menées depuis l'arrivée aussi de Mon Espace Santé, je sais que vous attachez une importance particulière à la place du citoyen. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été fait sur ces deux parties ? Oui, donc du coup, à l'approche des notifications Mon Espace Santé à La Réunion, qui était le 31 mars, on a fait une conférence de presse pour pouvoir sensibiliser le territoire. Et à la suite de ça, on a fait du coup une matinée Mon Espace Santé. Donc c'était avec l'ARS, l'assurance maladie, le GCS Thésis, mais aussi la participation de France Asso Santé, où on a sensibilisé du coup des associations des usagers du coup, sur ce qu'était Mon Espace Santé, le Ségur, les moyens déployés par le national pour faire marcher du coup Mon Espace Santé par rapport à l'échec qu'il y aurait pu avoir avec le DMP, puisque beaucoup d'usagers nous ont remonté la crainte que ça ait aussi un échec. Et ensuite, on a aussi participé au salon Run Santé au mois de mai, où on a pu rencontrer beaucoup d'usagers. Et à la suite de ce salon, il y a eu 150 activations Mon Espace Santé. Donc on a accompagné les usagers à cette démarche-là. On a pu aussi faire des remontées sur certaines problématiques lors des activations qu'on a remontées au national. Et on a aussi recruté donc notre coordinateur régional Mon Espace Santé, qui va ensuite créer son réseau d'ambassadeurs pour être au plus proche de la population réunionnaise. Et après, à venir, on fera des sensibilisations et de la promotion sur la messagerie citoyenne. Moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que d'un côté, finalement, dès qu'on va vers le public, il est sensible à ces questions de santé. Alors, non sans réticence, j'imagine, même si on ne les a pas abordées ici. Je sais bien que toutes les questions de sécurité des données, d'accès des professionnels de santé au contenu de Mon Espace Santé sont des choses qui sont souvent remontées. Pour autant, vous nous indiquez 150 ouvertures lors d'un événement. Et à l'autre bout du spectre, sur les personnes les plus éloignées du numérique, on entend qu'il y a en fait pas de demande ou peu sur les sujets du numérique en santé. Donc moi, la question que j'ai, et c'est évidemment un des buts des ambassadeurs Mon Espace Santé, sur lesquels je reviendrai juste après, mais c'est comment on peut créer des ponts entre ce milieu de l'inclusion numérique, où vous l'avez dit, il y a le hub territorial, il y a les conseillers numériques France Service, donc
le milieu de l'inclusion numérique a aussi son lot d'acronymes et de spécificités, les FS, les CNFS et compagnie. Donc en tout cas, il y a de la force de frappe et il y a des mouvements qui se mettent en place. Vous avez parlé évidemment des Dents Connect aussi. Comment on fait pour que ces deux mondes se rencontrent et quelles perspectives vous y voyez, notamment pour permettre aux personnes les plus éloignées du numérique de prendre ce train en marche et d'avoir pas de perte de chance et pouvoir profiter, j'allais dire, de mon espace santé. Je vais bien m'y coller. Comment faire? Eh bien, c'est peut-être que nos professionnels, nos travailleurs sociaux, par exemple, qui sont au contact de la population qui a le plus besoin d'être accompagnée, apportent vraiment cette assistance, et on est en bonne voie. Moi, je pense qu'on est en bonne voie à La Réunion. On a vu l'ouverture même en avant-première, c'est-à-dire par le biais de la formation continue et pas le programme national à l'IRTS de La Réunion, Institut régional de travail social, où les travailleurs sociaux on a proposé à ces personnes des modules de médiation numérique. Donc aujourd'hui, ils nous rejoignent d'ailleurs, on travaille avec l'IRTS sur le sujet, les autres instituts de formation. Donc voilà comment on pourrait apporter quelque chose et rapprocher tout ce beau monde, parce que, je répète, on a encore une très forte proportion de la population qui ne sera pas à l'aise. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté d'attribuer des droits d'accès sur telle partie du dossier. Imaginez la personne qui n'est même pas devant l'écran. Ça va être très très compliqué. Donc là, ce sont ces travailleurs sociaux qui vont faire le boulot, et on a besoin d'un grand nombre à La Réunion par rapport à la métropole. Je lisais aussi, parce que les dernières statistiques, entre une étude Whitaker, je ne sais pas à qui l'avait confiée, disait que 8 aidants sur 10 avaient traité déjà des demandes qui avaient trait à l'e-santé au niveau hexagonal, parce qu'à La Réunion, je peux vous confirmer que ce n'est pas du tout le cas. Donc, comment arriver, nous rapprocher peut-être de voir s'il y a eu des méthodes particulières pour monter en compétence les accompagnants et rendre autonome vis-à-vis de mon espace santé ou autre le citoyen. Je crois que c'est une étude avec l'Institut Roche, en effet, qui est assez marquante sur la proportion de personnes qui sont finalement intéressées par ces questions de santé numérique. Côté Thésis, avant que je refasse un focus sur la stratégie nationale d'accompagnement à mon espace santé, peut-être dire un mot sur justement les liens qui pourraient être faits. Vous, le monde de l'inclusion numérique, c'est quelque chose qui est quand même nouveau. Comment vous l'abordez, et est-ce que vous voyez un certain dynamisme aussi par rapport aux actions que vous menez? C'est vrai que pour nous, en tant que grade, c'est nouveau, puisqu'on avait l'habitude de travailler auprès des professionnels de santé. Donc, ça change. Mais on est assez motivés, et on se rend compte qu'avec la mise en place du Ségur et toutes les nouvelles pratiques qu'il va y avoir chez les professionnels de santé, l'usager est vraiment au centre et a une place vraiment centrale dans toutes les pratiques. Et donc, du coup, on travaille dessus, quoi. Nous également, c'est vrai que, comme je le disais au début, la sortie de mon espace santé agit peut-être comme une bascule, un catalyseur sur la nécessité d'accompagner à l'usage du numérique, et avec une attention particulière sur les publics qui sont les plus éloignés du numérique. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un réseau qu'on appelle le réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de créer un réseau de structures et de personnes qui sont soit des professionnels, soit des bénévoles sur tout le territoire, donc y compris ici à La Réunion, et qui vont aider les citoyens à la prise en main de mon espace santé. Donc c'est quelque chose qu'on a expérimenté, puisque vous le savez peut-être, mais il y a 3 départements pilotes où mon espace santé a été ouvert en avant-première, j'allais dire, fin 2021. Donc, et sur le département de la Haute-Garonne, on a mis en place ce réseau des ambassadeurs, donc en regroupant un certain nombre d'acteurs, que ce soit l'assurance maladie, le GRAD, l'ARS Occitanie également, pour mener des actions de sensibilisation à mon espace santé.
Donc on a vu aussi des mécanismes que vous décrivez hein, sur finalement la pédagogie nécessaire et puis une fois une compréhension plus fine des enjeux de la santé numérique, une acceptation et typiquement qui se traduisait avec des ouvertures de mon espace santé. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de généraliser ce dispositif des ambassadeurs à l'ensemble des régions en recrutant un coordinateur des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc vous l'avez présenté tout à l'heure, Thibaut, qui est arrivé cette semaine. Donc on sait qu'à La Réunion, ça va commencer et s'accélérer, puisque c'est un mot à la mode avec la stratégie d'accélération. On sait que l'accompagnement aussi va prendre ce virage. Pour préfigurer ce qui nous remonte des autres régions, on a 3 grandes typologies d'ambassadeurs aujourd'hui. Alors les acteurs de la santé, les ARS, les grades, l'assurance maladie ou d'autres, qui font déjà des actions de sensibilisation, comme tu le disais Marine, auprès du grand public. Et c'est finalement des missions assez nouvelles, notamment pour les grades qui avaient plutôt l'habitude de parler aux professionnels du secteur ou aux éditeurs et aux industriels. Avec vraiment une forte réussite et des actions vraiment très locales. On a également le deuxième pan des ambassadeurs, donc, qui est l'ensemble des professionnels de la médiation numérique. Donc ici, évidemment, on pense aux programmes nationaux, je les ai mentionnés tout à l'heure, mais les maisons France Service, pour la petite anecdote, voilà, ce sont des maisons qui sont presque sur tout le territoire. Et je faisais une randonnée à Mafate ce week-end. J'ai eu le plaisir de tomber sur la maison France Service de La Nouvelle, en effet. Donc c'est un des programmes de l'État, mais il y a également les conseillers numériques France Service qui sont presque 4000 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire et 62, c'est ça ce que vous me disiez à la Réunion. Le programme Aidant Connect, les hubs territoriaux pour un numérique inclusif. Donc tous ces acteurs-là, nous vraiment l'idée ça a été de les former à Mon Espace Santé, donc de commencer à créer ces ponts entre le numérique en santé et la médiation, avec pour premier objectif qu'ils puissent répondre aux interrogations, disons, de premier niveau sur des accompagnements quand une personne viendrait dans une maison France Service en disant j'ai reçu le courrier d'ouverture de Mon Espace Santé, que du coup le médiateur qui soit en face puisse lui répondre en lui disant oui, je sais ce que c'est, la e-santé en France ça avance et Mon Espace Santé est sorti et je vais vous expliquer et je vais vous accompagner. Et le troisième type d'ambassadeur, on vise les têtes de réseau des associations et on essaye aussi de capitaliser sur leurs ramifications en région avec des associations comme France Asso Santé, qui ont été citées tout à l'heure, la Croix-Rouge française également, qui s'est engagée à avoir des ambassadeurs Mon Espace Santé, Famille Rurale, le groupe SOS également, voilà, qui vont pouvoir mener des actions d'ambassadeurs Mon Espace Santé. Justement, quand je dis action, nous, on pense vraiment terrain. Donc, on a équipé tous ces ambassadeurs avec un kit de l'ambassadeur, donc où il y a tous les bons relais de communication, les supports de formation qui sont évidemment modifiables. Alors, ça paraît rien dit comme ça, mais finalement, c'est un des premiers secteurs où il y a cet accompagnement qui est pensé dès le début de la sortie du produit et où on ne doit pas rattraper le retard pris sur ces questions d'inclusion numérique plus tard. On leur propose de faire aux ambassadeurs vraiment des actions qui sont très concrètes, donc communiquer sur Mon Espace Santé, donc ça peut être de l'affichage, de distribution de flyers, présenter Mon Espace Santé, on pense notamment au réseau associatif ou au réseau de grandes entreprises qui ont un nombre important de collaborateurs en les sensibilisant via des webinaires, des stands dans les accueils ou même via les conseillers numériques France Service qui font également ce type d'atelier. Et finalement, comme dernier type d'action, accompagner, j'en ai parlé tout à l'heure, mais du coup avoir soit un accompagnement collectif quand c'est possible sur la formation et à la prise en main à l'outil, même en allant plus loin sur les premières démarches, comment on peut utiliser l'espace des documents médicaux, comment on peut remplir son volet de synthèse médicale, à quoi ça sert la messagerie sécurisée de santé, comment on peut s'en servir, etc. Et évidemment jusqu'à l'accompagnement individuel. Pour mettre en avant ces
tout ce qui a été fait autour de l'inclusion numérique en santé. On a également lancé un tour de France de l'inclusion numérique. On a fait la première étape à l'hôpital Henri Mondor, où vraiment le but, c'est ici de créer les liens et de matérialiser ce qui est en train la dynamique qui est en train de prendre entre l'inclusion numérique et le monde de la santé numérique. Typiquement, on a fait un atelier dans le hall de l'hôpital Henri Mondor où on a eu à peu près le même type de réaction que vous. Alors la durée était plus limitée, donc en 2 heures, on a fait une 40aine d'ouvertures de comptes Mon Espace Santé, mais avec également des très bons retours quand on arrive à avoir une super association, donc c'était Cocoya pour la citer, qui anime de manière extrêmement pédagogique des sessions de formation. Et aujourd'hui, on recense sur le terrain 400 ambassadeurs, un peu plus, 420 je crois, qui font des actions. On en a recensé 78 via justement les coordinateurs en région des ambassadeurs, coordinateurs on a dépassé la moitié des coordinateurs qui sont recrutés, donc avec 11 coordinateurs sur 18 qui sont arrivés. Voilà, ça a été un petit peu long, mais pour dire que nous aussi, c'est vraiment une problématique qui nous tient à cœur de créer les ponts entre ces questions de santé numérique et ces questions d'inclusion numérique qu'on veut vraiment mettre au premier plan. Donc voilà, je sais que vous êtes engagés dans cette démarche, mais peut-être une réaction sur ce qu'on a commencé à construire et puis ce qui reste à faire, peut-être même aussi les côtés négatifs. On est aussi là pour être à portée de baffe, comme dirait David. Oui, une réaction effectivement au sujet de la pédagogie. Je vais prendre comme exemple le dispositif Pass numérique, vous en avez peut-être entendu parler, où on remet à un bénéficiaire un carnet, il a droit à 10 sessions, on va dire d'1 heure, pour se former, essayer d'atteindre l'autonomie. On a vu des abandons en cours de route, on a vu des gens arriver, alors qu'il y a des prescripteurs. Les prescripteurs de la Réunion sont la CAF, la CGSS, Pôle emploi et les impôts. Donc ce sont quand même des gens qui sont capables de détecter les citoyens en situation d'électronisme. Donc on a des gens qui sont venus nous dire qu'ils ne se sentaient pas concernés, qu'ils connaissaient, machin, truc. D'autres, malheureusement, retombaient dans le problème d'allophonie. C'est là où on a complètement changé notre discours. Où on avait des bini oui devant nous. C'est pas méchant quand je dis ça. Tu as compris, oui, tu sauras le refaire, oui. Malheureusement, ils ne sauraient pas. Ça nous a fait adapter la pédagogie. Comment? Je prends aussi, à contrario, l'exemple du package de 28 heures de tout à l'heure. Le professeur Sauvat disait que c'était quand même la durée pour comprendre toute la pédagogie cardio, soit. Mais quelqu'un qui est en situation d'électronisme, il n'a peut-être pas la capacité en 28 heures d'acquérir toute cette pédagogie. Donc on va peut-être avoir besoin de plus de temps. Monsieur Lerat semblait le dire aussi comme moi tout à l'heure. On a besoin de beaucoup plus. Et puis on risque, en faisant entrer tout le monde au début de cette formation, de voir des abandons, des pertes de temps, des choses comme ça. Eh bien, vous avez l'outil. Tout à l'heure, vous avez parlé du PICS pour les professionnels de la santé. PICS est un outil d'évaluation, déjà. Donc, nous l'utilisons. On a un PICS Diag pour connaître, lorsqu'une personne se présente devant nous la première fois pour essayer d'être autonome vis-à-vis du numérique dans un certain temps, on lui fait passer un PICS Diag et on voit où le faire rentrer dans le parcours. Donc, si le parcours fait 28 heures, peut-être que les premières heures, il n'en a pas besoin. Et on lui demandera de revenir au moment qui le concerne. C'est le cas d'ailleurs pour les conseillers numériques France Service qui passent une partie d'un titre professionnel qui s'appelle un CCP, certificat de compétences professionnelles. Ils suivent. Ils passent un diag, c'est pas le PIC, c'est autre chose, et on leur dit qu'ils n'auront pas besoin de venir là s'embêter, passez-moi l'expression, pendant 400 heures. Ils reviendront. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. La pédagogie adaptée peut être gage de réussite aussi bien pour le citoyen que pour le professionnel de santé. Oui, et c'est vrai que
c'est cette question de l'outillage avec les bons outils adaptés. Ici, on parle aussi de l'outillage côté médiateur numérique. C'est quelque chose qu'on a pris en compte dans cette démarche des ambassadeurs. Et puis, vous parliez de PIX. On essaye de faire en sorte qu'il y ait les bons outils d'évaluation sur le numérique en santé, que ce soit autour de mon espace santé, mais aussi toutes les problématiques du numérique en santé. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Alors, il existera bientôt. C'est la bonne nouvelle. Mais de questions spécifiques pour évaluer les connaissances du numérique en santé. Donc demain, vous aurez la possibilité de dire des écrans sur mon espace santé via PIX et pouvoir tester votre niveau de connaissance sur la messagerie sécurisée citoyenne, sur l'utilisation de vos données de santé. Donc on vous rejoint totalement sur cette nécessité de pédagogie. Vous êtes en train de construire un parcours, c'est ce qui s'appelle comme ça sur PIX. Tout à fait. Marine, sur ces questions de formation et les liens avec la stratégie nationale des ambassadeurs, vous avez peut-être des premiers liens avec, vous disiez tout à l'heure France Asso Santé, mais peut-être d'autres acteurs qui pourraient s'engager dans la démarche et qui vont. À l'heure d'aujourd'hui, on a des contacts effectivement avec France Asso Santé. Après, d'autres acteurs, ça va venir du coup avec la construction du réseau. Et effectivement, la pédagogie est quelque chose d'important. Mais je pense qu'il y a aussi rassurer la population au maximum sur la sécurisation des données et surtout la visibilité des données de santé. Parce que c'est quelque chose qui nous a été beaucoup remonté quand même sur le salon Run Santé. Et je pense que rassurer la population au maximum là-dessus et bien leur expliquer, ça va les aider aussi à pouvoir s'embarquer dans l'utilisation de mon espace santé. Oui, c'est vrai et puis le bon niveau d'expertise est parfois difficile à trouver entre d'un extrême où le flyer Mon Espace Santé, pour ceux qui l'ont eu, indique vous inquiétez pas, les données sont sécurisées, point. À l'autre bout du spectre, expliquer qu'est-ce que c'est un hébergeur de données de santé, expliquer pourquoi il y a des enjeux de souveraineté à avoir un hébergement en France, etc. Il y a évidemment 2 niveaux de compréhension, c'est tout l'enjeu de trouver le bon curseur et peut-être aussi la bonne porte d'entrée, jusqu'à quel niveau il faut aller, comme vous le disiez, sur la piste du diagnostic. Sur ces questions de formation des citoyens, je me retourne vers vous une dernière fois s'il y avait un propos que vous vouliez ajouter. Sinon, on va pouvoir passer aux questions de la salle ou à distance. Nous, Solidarnum, qui en plus anime le réseau des structures de médiation numérique à La Réunion, nous sommes preneurs de tout ce que pourrait nous apporter les grades pour que nos médiateurs adaptent le discours par rapport aux problématiques de e-santé. À très bientôt. À très bientôt, oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ouais, il y en a une. Je vous donne le micro. Bonjour, Eric Filiao de l'assurance maladie, CGSS ici. Moi, c'était juste plus une remarque, c'était confirmer qu'effectivement l'assurance maladie accompagnera fortement et de façon très volontariste le grade, Thésis, comme on a l'habitude, ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on travaille sur des sujets différents, avec l'ARS également. Donc voilà, je voulais rassurer les personnes qui nous écoutent, comme quoi on participera de façon forte sur le sujet, en particulier en ce qui concerne les patients. Et d'autre part, rassurer effectivement sur la sécurité, comme disait Marine. On a effectivement beaucoup de questions sur que deviennent ces données qui alimentent mon espace santé, qui a accès à ces données. Donc, rassurer effectivement que ces données ne sont accessibles qu'à l'équipe soignante. À l'équipe soignante et évidemment aux citoyens concernés. L'employeur ne pourra jamais y accéder, les assurances non plus. Enfin bref, uniquement l'équipe soignante. L'objectif, c'est vraiment mieux soigner, mieux coordonner les soins par l'accessibilité des informations médicales. Voilà. C'est juste faire une remarque sur ce sujet, mais je pense qu'on aura l'occasion de rencontrer monsieur également avec le coordinateur. Avec plaisir. Oui, mais on a des gens
Ça revient. Voilà. Oui, oui, oui. Et si vous tardez, je vais aller vous trouver le plus vite possible. Pourquoi? Au début de votre intervention, vous avez dit que vous étiez disposé à accompagner le mouvement. Vous savez que les structures de médiation numérique sont presque toutes des associations. Et en plus, nous dispensons des prestations gratuites pour l'apprenant. Donc ça complique un petit peu l'équilibre de nos structures. Comment est-ce que cet équilibre peut être établi? La NCT nous dit allez trouver les collectivités. Bon, d'accord. Allez trouver le privé, encore mieux. Par contre, une réaction comme celle que vous venez de faire nous plaît beaucoup parce que je parlais tout à l'heure des passes numériques. Donc je disais qu'on remettait un carnet de chèques, haptique pour pas nommer l'opérateur, à un bénéficiaire. Et que l'association récupérait quelque chose lorsqu'elle délivrait la prestation. Mais oui, mais haptique, ce n'est pas un philanthrope, c'est une SCIC, soit, mais il faut bien que ça circule. Et donc il faut des commanditaires. Qui sont les commanditaires? Aujourd'hui, les commanditaires connus sont l'État. L'État, en s'appuyant sur France Relance, je crois, nous a fait parvenir un lot de passes numériques de rentrée. Alors heureusement, parce qu'au début c'était été, mais sauf que nous, votre été, c'est notre hiver. Bon. Donc passe numérique de rentrée, on a beaucoup préféré. Ensuite, une seule collectivité s'est engagée, la région Réunion. Alors que c'est la collectivité qui a le moins de contact avec le public quand même, qui offre le moins de services en ligne. Elle offre un service en ligne sur les bourses étudiants, sur la mobilité ou autre, c'est-à-dire des gens du supérieur. Donc a priori, ils sont déjà à l'aise avec le numérique. Une autre collectivité avait répondu, parce qu'en plus, c'était abondé à 100% par l'État. Vous achetiez 100, et on vous livrait 200 carnets. Une autre collectivité s'est engagée et s'est désengagée, parce qu'en réfléchissant, c'était plus dans ses compétences, machin truc. Donc personne, sauf en plus 500 carnets de Pôle emploi qui sont arrivés en 2021 sur La Réunion. 500 carnets. On a 250 000 personnes informées. Ouais, le décor est planté. Donc on a besoin d'être accompagné dans cette démarche. Nous, on pense que quand on forme quelqu'un, la collectivité n'entend pas. C'est dommage, j'espère qu'il y en a connectés. Ils m'ont déjà entendu tenir ce discours. C'est qu'en fonction, si on réussit l'inclusion numérique de la population, c'est l'économie au sens très large qui est la première bénéficiaire. Aujourd'hui, vous n'entendez pas, enfin, vous ne passez pas à l'entretien d'embauche, un premier même, sans qu'on vous demande quel est votre niveau vis-à-vis du numérique. Donc imaginez à l'échelle d'un territoire ce que ça peut donner si on a une population incluse numériquement. Surtout sur un territoire comme La Réunion, insulaire, avec donc des tas de relations, des possibilités de e-commerce qu'on nous vante depuis presque une décennie maintenant et qui, pour différentes raisons, sont très difficiles à mettre en œuvre. Donc voilà, comme on dit en créole, nous travaillons pour les autres, mais les autres ne nous aident pas. Ça doit être facile à comprendre, Pierre, quand même. Oui, maintenant, on commence à s'habituer. Merci beaucoup. Ravi d'avoir pu commencer à tisser les liens du coup, entre les différents acteurs et de l'inclusion numérique et de la santé. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore cette table ronde. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux d'avoir participé, d'être venus témoigner. Donc, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Merci.